Vous suivez votre émission Auteur, le mag littéraire sur DATV. Je rappelle que mon invité est Mariana Diallo Baldé, auteure de L'enfant derrière le miroir. Et si c'était vous, Mariana, je disais que vous avez quitté votre Guinée équatoriale, c'est ça, pour Montréal à l'âge de 15 ans. Est-ce que ce voyage vous a forgé en tant que jeune femme à revendiquer ce qui, on va dire, vous appartient de droit, c'est-à-dire revendiquer votre place de femme dans ce monde d'hommes? Alors, comme je disais un peu tout à l'heure, la place, on peut te la donner, mais rares sont les endroits où vous arrivez puis on vous donne votre place. La place, il faut la prendre ou la créer. Même dans l'Afrique traditionnelle, qu'on soit une femme ou un homme, dans ce cas-ci, qu'on soit une femme, quand on arrive dans un endroit, très souvent, même si c'est un endroit d'hommes, vous arrivez là, on va peut-être pas vous inviter à vous asseoir autour de ces hommes-là qui sont assis autour du baobab. Mais on va vous dire, vous êtes la bienvenue. C'est à vous de prendre votre place. Un peu comme une société, comme vous dites, une société d'hommes. Tu arrives, tu trouves, c'est une entreprise. Il n'y a que des hommes. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, si tu es compétente comme personne, peut-être on te dira non. Mais si tu montres que ce que tu es capable d'apporter, si tu montres que tes compétences, ton savoir-faire, ton expertise est une valeur ajoutée, alors ces personnes n'auront le choix que de t'accueillir. Parce qu'au final, on gagne à travailler avec une femme, on gagne à avoir une femme dans son équipe, parce que la femme, c'est un mentor, la femme, c'est la mère, la femme, elle est dotée de capacités, la femme, elle a l'amour. Et on sait que celui qui a l'amour, toute équipe qui a l'amour dans ce qu'ils font, dans leur pratique, dans leur activité, on est sûr d'être une équipe gagnante. Tout à fait. Et finalement, la femme et l'homme, c'est une paire de chaussures. Une paire, absolument. Oui. Comme votre maman et votre papa. Exactement. Alors, votre livre est scindé en 3 parties. On peut lire la première partie, Un voyage à l'intérieur de soi. Oui. C'est important de faire toujours de l'introspection de soi-même, quand même, pour savoir où on va. Alors, c'est dans ce livre-là, dans ce cas-ci, c'est un cheminement. Pour découvrir cet enfant qui sommeille en soi, il faut ce voyage. Et le voyage passe par l'introspection. Mais avant l'introspection, on a la remise en question. Parce qu'en tant qu'adulte, on se pose constamment des questions comme c'est quoi la vie? Je viens d'où? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma mission de vie? Ça, c'est toutes des questions existentielles qu'on peut se poser. Et maintenant, quand on arrive à se poser ces questions, on se rappelle un peu nos moments d'enfance. Là vient l'introspection. Et on se pose des questions. Cet enfant, comment est-ce qu'il a vécu? Les souvenirs que j'ai eus, etc., etc. Et à partir de cette introspection, vient maintenant la réconciliation où on a envie de se demander ce que j'ai eu à faire, pourquoi aujourd'hui les choses marchent moins, etc., etc. Comment je peux faire pour améliorer ma vie, mes relations et la relation avec moi-même. Et ça passe justement par ce voyage à l'intérieur de soi. D'accord. Et dans cette introspection, qu'apprend-on de l'école de la vie? À l'école de la vie, ce sont les valeurs qui nous enseignent. À l'école de la vie, ce sont les idées qui font un spectacle. Et à l'école de la vie, moi, j'ai appris des concepts africains. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Des concepts puissants de développement personnel que je pense aujourd'hui devraient être connus et reconnus. Je parle du Nyamakala, je parle du Ubuntu, je parle du Kasala. Le Kasala principalement, qui est un art oratoire qui a vu sa naissance au Congo. D'ailleurs, un des promoteurs de cet art, c'est M. Jean Kabuta, que je salue pour son travail. Le Kasala, c'est l'art de la célébration de sa personne à travers l'autre. Donc, à l'école de la vie, c'est tous ces concepts que j'ai appris et que j'ai transcrits en toute humilité dans ce livre pour que d'autres puissent y voir un peu. D'accord. Là aussi, la partie, la grande réconciliation. Oui. Là aussi, c'est important. La grande réconciliation, c'est l'adulte qui passe d'un état de mélancolie, de tristesse, qui maintenant qui commence à se sentir mieux. La grande réconciliation, c'est quand on a fait des choses dans le passé, des choses donc, qui ne nous rendent pas fiers et qu'on a appris à aller au-delà. La grande réconciliation, c'est quand on reconnaît qu'on a quelque chose à apporter au plus grand groupe
Et la grande réconciliation, c'est quand on sait qu'on est finalement un élève éternel et que quel que soit l'endroit où on va, on a toujours quelque chose à parler. Et enfin, la grande réconciliation, c'est d'accepter que l'enfant qu'on a été est peut-être devenu un adulte complètement différent. Mais cet enfant, qu'il soit blessé ou qu'il ait eu l'enfance la plus heureuse, on a besoin de cet enfant parce que l'enfant représente avant tout l'authenticité, la créativité, l'humilité et l'apprentissage. Et la troisième partie, le livre de maman. Alors, le livre de maman, j'ai bien aimé La cavalière de la pluie. Oui. Ça vous ramène quelque part en Guinée, dans un village qui s'appelle Mamou, c'est bien ça? Mamou. La cavalière de la pluie, c'est un hommage à ma mère. Quand on était petit avec mes frères, on l'observait beaucoup. Elle faisait souvent la vaisselle quand il y avait quelques gouttes de pluie. Je ne sais pas ce que mes frères observaient, mais moi j'avais l'impression que selon les mouvements qu'elle faisait, les gouttes d'eau étaient en harmonie. J'avais l'impression qu'elle dansait. J'avais l'impression tout simplement que ma mère était la cavalière de la pluie. Et dans ce conte, on parle justement du village de Mamou, où il a cessé de pleuvoir. Et on découvre que c'est parce que cette femme a été chassée, parce qu'elle dansait. Et dans ce village, le chef du village il n'aimait pas les femmes qui étaient dans les activités. Et il n'aimait surtout pas tout ce qui était artistique. D'accord. Aussi, dans cette partie, il y a la femme du futur. Comment est-ce qu'on peut la représenter, cette femme du futur? Alors, la femme du futur, c'est celle qui est forte comme le lion, intelligente comme l'éléphant, car l'éléphant est l'animal qui a la capacité de mémorisation énorme. Et c'est aussi la femme qui est rapide comme le guépard ici, pour incarner sa vision, pour incarner sa fluidité et pour incarner la constance. Et dans ce conte, ce qu'il faut dire, c'est que la femme du futur, elle est la femme du futur à cause de tout ce que sa mère a rencontré dans ce chemin, dans ce voyage. Elle est la femme du futur parce que c'est le lecteur qui va décider de quel futur il est question. Tout à fait. Alors, vous êtes au Sénégal, vous allez mettre à profit votre séjour, on va dire, pour aussi faire la promotion de votre livre. Vous avez commencé, vous avez entamé? J'ai été à Toubacouta. Alors, pour ce voyage spécialement, c'est la première fois que je viens au Sénégal. Je pense que c'est aussi l'enfant derrière le miroir qui m'a inspirée de venir dans ce voyage. J'espérais rencontrer ma mère pour lui remettre le livre, mais à cause du contexte Covid, elle ne peut pas se déplacer du pays, à partir du pays où elle est. Donc, ça sera une prochaine fois. Mais j'ai profité de ce voyage pour aller dans un village. J'ai choisi Toubacouta. Et à Toubacouta, j'ai vécu une expérience, j'ai fait la promotion de mon livre différemment. J'étais l'élève, j'ai rencontré des personnes, j'ai été dans des garderies, j'ai été dans des écoles, j'ai appris à faire du ataya. J'ai découvert les 3 normes d'ataya, j'ai été voir la reine de Sipo, j'ai été à l'île aux coquillages, j'ai rencontré des pêcheurs, des piroguiers, et j'étais très honorée et privilégiée que les personnes qui ont pu attraper mon livre, qui sont restés avec une copie, c'est des gens qui ne savent même pas nécessairement lire en français, d'autres qui ont fait l'effort, mais qui ne sont pas allés à l'école. Et ils étaient très étonnés de recevoir un livre, et ce qu'ils disaient souvent, c'est quelle considération, c'est le premier livre qu'on m'a offert de toute ma vie. Et pour moi, c'était très symbolique parce que je leur ai peut-être donné un livre, mais la connaissance, ce que j'ai reçu, les valeurs, le fait de me rendre disponible, le fait d'aller, par exemple, dans des écoles, de donner un coup de main, le fait de participer activement dans des activités qui se font, et pas uniquement venir parler de soi, parler de son livre, mais laisser le livre aller vers les gens et te faire vivre une expérience. Donc, je repars d'ici grandi. Je repars d'ici encore plus fière de mes origines. Je repars ici avec l'envie d'aller raconter au monde que cette Afrique, pas celle qu'on voit à la télé, l'Afrique de misère, l'Afrique de pleurs, de guerre, cette Afrique ça. des valeurs, elle existe. Et au pays de la Teranga, c'est définitivement l'hospitalité qu'on y trouve. Et à Toubacouta, c'est le partage, l'entraide et toutes ces autres valeurs qui sont nécessaires à l'humain pour son évolution. D'accord. Alors, est-ce que votre maman a vu
on va dire, la couverture du livre ou encore a reçu le livre en attendant de recevoir sa fille? Assez spécial parce que le livre que vous tenez, ça c'est le livre pour n'importe quel adulte qui veut finalement découvrir l'enfant qui sommeille en lui. Et il porte le nom de l'enfant derrière le miroir, et si c'était vous. Seulement, le livre de ma mère, il y a une seule copie qui est unique. Et la photo de couverture est différente de celle que vous tenez parce que c'est définitivement son visage. J'en dirai pas plus. Et cette copie s'appelle le livre de maman. Et une partie du livre est écrite en poulard. Pour moi, c'était important de rendre hommage à la langue de ma mère, de rendre hommage aussi à cette langue que j'ai appris à parler de par les réseaux sociaux, que j'ai appris à parler grâce à la musique qu'elle écoutait. Donc, elle a une seule version et j'ai hâte de pouvoir lui remettre à main propre. Alors, est-ce que la Guinée que vous aviez quittée à l'âge de 15 ans, elle est restée encore à cet état-là où vous l'avez vu, regardé, évoluer au fil des temps? Alors, il faut dire que je suis originaire de la Guinée-Conakry. J'ai grandi en Guinée équatoriale, qui est d'ailleurs le seul petit pays en Afrique qui parle espagnol. La Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est un pays qui a énormément évolué. C'est un pays qui est connu par sa richesse au niveau culturel, au niveau touristique. Mais le fait que c'est un pays qui parle espagnol fait en sorte que très souvent, les Équato-Guinéens se sentent délaissés du fait qu'ils ne peuvent pas prendre part aux grandes manifestations où on parle français. Mais aujourd'hui, les Équato-Guinéens, ce sont des personnes ouvertes. On retrouve des Équato-Guinéens un peu partout. La majorité des Équato-Guinéens parlent en français. Et encore aujourd'hui, que ce soit les Fans, les Combé, les Bissio et autres, on retrouve l'Afrique dans chacun de ces pays. J'aime moins parler d'un seul pays parce que je crois en toute humilité, comme le disait Amadou Ampateba dans la plupart de ses discours, quand tu arrives quelque part, comme le caméléon, quand il arrive quelque part, il prend la couleur de cet endroit. Donc quand j'arrive au Sénégal, je me sens comme une Dakaroise. Je pense que c'est comme ça que vous le dites. Absolument. Quand je retourne en Guinée équatoriale, je me sens comme une Équato-Guinéenne parce que finalement, tout ça, c'est l'Afrique. Et à Montréal, vous vous sentez comment? À Montréal, je me sens chez moi. Et à Montréal, je sens que j'ai quelque chose de plus à faire. Quand je rencontre quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Afrique et qui me dit « Vous parlez bien français pour une Africaine », alors c'est l'occasion pour moi de lui raconter ce que les télés ne lui diront pas nécessairement. Donc à Montréal, je trouve mon utilité parce que je peux renseigner, je peux enseigner, je peux éduquer les gens sur des concepts qu'ils ignorent. Et en Afrique, je trouve l'école, parce qu'en Afrique, en Afrique, on m'enseigne, en Afrique, on m'éduque. En Afrique, je me tais et j'écoute. Et ce que j'ai pu prendre comme renseignement, je le ramène là-bas. D'où l'importance, je trouve, que Montréal, le Canada, a beaucoup à gagner, à collaborer avec les pays africains, que ce soit dans des projets de partenariat, par exemple. Finalement, cette double culture, ou bien cette triple culture est une richesse chez Mariama. De la Guinée à la Guinée équatoriale à Montréal, finalement, cette double culture-là, c'est une richesse. On y apprend, on y développe différentes valeurs. C'est une richesse en soi quand on sait comment l'exploiter. Parce que vous pouvez parler plus que 5 langues et arriver quelque part et vous n'êtes pas compris. Quand on sait qu'est-ce qu'on a à apporter sur la table, quand on sait qu'on veut faire grandir, que ce soit un projet, que ce soit un concept, que ce soit un partenariat, quels que soient les atouts que vous avez, c'est une valeur ajoutée. Et le fait d'avoir visité des pays africains et de venir de ces différents pays, d'avoir grandi dans un pays qui parle en espagnol, c'est sûr que j'ai la facilité à parler aux personnes qui viennent des pays latino-américains. Et le fait de parler poulard, encore ici au Sénégal, quand je me déplace avec les chauffeurs de taxi, j'en trouve pas mal qui parlent poulard, même au marché. Et même si c'est un peu légèrement différent, on comprend que plus tu as des outils dans ton sac, plus tu es en mesure de t'en sortir, quel que soit l'endroit où tu pars. Absolument. Et finalement, également, un livre, ça réunit n'importe qui, parce que vous avez écrit ce livre qui peut être lu par un Sénégalais, par un Équato-Guinéen, mais également par un Canadien ou même par un Français. Finalement, le livre, ça réunit. Absolument. Le livre et surtout le conte, parce que ce livre-là, il a une particularité.
Tout se passe autour du conte, les contes. Comme le dit Amadou Hampâté-Bâ, le conte est un miroir où chacun peut voir sa propre image. Donc le livre finalement devient un outil et à l'intérieur de cet outil, tu crées des espaces différents où les gens peuvent soit se reconnaître ou retrouver la meilleure version d'eux selon leur niveau de conscience et selon l'état dans lequel ils lisent le livre. Est-ce que maman, vous lisiez des contes quand vous étiez petite? Ma mère me racontait les histoires. Et j'ai compris que les contes s'écrivent, mais les contes ne se lisent pas. Les contes se racontent. Ma mère me racontait les histoires que sa mère lui a racontées. Mais moi, en grandissant, j'ai dû apprendre à créer des contes à partir de rien parce qu'il fallait faire sourire maman. Et pour faire sourire une personne, il faut que tu lui racontes quelque chose qu'il ne connaît pas nécessairement, des choses invraisemblables pour le faire voyager. Mais aujourd'hui encore, les contes les plus populaires, on connaît les contes de l'Afrique traditionnelle, les très grands conteurs qui continuent à narrer. Moi, je pense que le conte a sa place et chaque parent devrait raconter une histoire à son enfant. Il y a des parents qui disent « mais je ne me souviens pas des histoires qu'on m'a racontées ». À ce moment-là, je dis à ces parents-là, racontez à vos enfants votre propre histoire. Parce que cet enfant, lorsqu'il s'en va dans une cour de récréation, il peut se sentir intimidé parce que les autres savent d'où il vient, mais pas lui. Mais si vous ne savez pas d'où vous venez, sachez au moins qui est votre parent. Sachez au moins qui est le parent de votre parent. Et c'est aussi notre façon de raconter l'histoire. Tout à fait. Et nous, on la raconte cette histoire d'un auteur, votre marque littéraire, Mariana Diallo-Baldé, auteur de L'enfant derrière le miroir. Et si c'était vous, finalement, ce livre est destiné à qui? Ce livre est destiné à tous les enfants qui sommeillent dans chaque adulte. Ce livre est destiné au petit Samba que vous avez été. Ce livre est destiné à un enfant qui cherche à mieux comprendre son parent. Ce livre est destiné à une personne qui vit en Afrique et qui croit connaître l'Afrique. À une personne qui vit en Afrique et qui ignore l'existence de multitudes de concepts, des valeurs, des façons de faire dans différents pays. Ce livre est destiné aux créatifs, aux artistes, aux philosophes. Ce livre, finalement, est destiné à toute personne qui cherche et qui croit avoir trouvé l'essentiel. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on va parler un peu de l'Afrique qui est en train de se battre pour se développer, pour être au rang, on va dire, des grandes nations. En tant que jeune femme africaine qui vit, on va dire, à l'étranger, quelle vision vous portez sur l'évolution, sur les grandes démocraties, on va dire, en Afrique, particulièrement chez vous, en Guinée équatoriale? Je vais vous répondre avec une casquette de conteuse et d'intervenante psychothérapeute que je suis. D'accord? L'Afrique, pour moi, est un peu comme cette image d'un éléphant qui est attaché à un arbre depuis qu'il est tout petit. Un éléphant qui a été battu, un éléphant qui a été kidnappé par les chasseurs, un éléphant à qui on a fait croire qu'il n'avait pas de valeur, qu'il n'avait pas sa place. Et cet éléphant est accroché et attaché à cet endroit, mais cet éléphant est plus puissant que cet arbre. Seulement, pour que l'éléphant soit conscient de sa puissance, il faudrait que chacun de nous fasse son travail. Chacun de nous doit peut-être venir le nettoyer, lui dire des gentils mots, prendre soin de lui, lui donner à manger. Et tout ce que je viens de décrire, ça peut être par des actions, ça peut être par des partenariats. Ça peut être que lorsqu'on est un Africain de la diaspora, revenir investir en Afrique, construire des écoles. Lorsque vous êtes un expert qui avait étudié en Occident, revenir, donner de votre temps, donner votre connaissance par le partage des compétences, organiser des missions économiques. Si vous êtes dans l'immobilier, valorisez l'immobilier de chez vous. Créez en fait ce pont entre le pays où vous étudiez, finalement l'Afrique, parce qu'il y a des choses à faire. Et si on revient avec l'image de cet éléphant qui est attaché à cet arbre, c'est à chacun de nous de dire à cet éléphant, tu es plus grand, tu es fort, tu es puissant. Tu es un éléphant. Aujourd'hui, tu es conditionné par tes expériences du passé, mais tu es beaucoup plus fort que ça. Et si l'éléphant est conscient de ça, il va non seulement déraciner l'arbre, mais il ira dire à tous les autres animaux de la forêt que quelle que soit la personne qui ira vous attacher auprès d'un arbre, n'ayez crainte.
parce que vous venez de cette forêt où chacun de nous a quelque chose à apporter, a quelque chose à faire. Et l'éléphant qui représente l'Afrique finalement, quand on dit l'Afrique, c'est la mer des poussières, l'Afrique c'est la terre de l'humanité, l'Afrique c'est le premier mentor. Tout ça, c'est pas juste de simples phrases, mais il faut venir en Afrique pour ressentir ce que je viens de dire. Tout à fait. Vous êtes toujours lié à l'Afrique comme un cordon ombilical, comme on dit. Est-ce que ça vous arrive à Montréal, au Canada, de repenser à votre enfance dans cette maison familiale, entourée de papa, maman et des frères et des sœurs? Après, est-ce que vous avez une pointe de nostalgie ou bien l'enfant que vous avez été a grandi? L'Afrique est partout. L'Afrique est partout. L'Afrique, quand on sait que l'Afrique, ce sont les valeurs, alors quand on arrive dans un endroit, même si on se retrouve en Inde, la première chose qu'on va faire, c'est chercher ces valeurs. L'Afrique est là. Mais c'est sûr qu'être physiquement en Afrique, c'est finalement pas la même chose. Et à Montréal, Montréal est riche par sa diversité culturelle. Montréal, c'est une ville, je dis, c'est une ville séduisante. Parce que quand vous arrivez à Montréal, vous n'avez pas envie de partir. Parce que vous ressentez que vous avez quelque chose à apporter aux gens. Et le fait d'être dans le domaine culturel, je rencontre beaucoup de gens, je suis constamment dans des événements. Et souvent, c'est des événements où c'est différentes cultures qui se rassemblent. C'est sûr qu'on n'est pas autour d'un baobab en train de boire du ataya, mais c'est à peu près le même concept, parce qu'on se rencontre pour échanger, on se rencontre pour apprendre mutuellement. Et finalement, on est nostalgique de cette Afrique où on apprend, mais on est moins nostalgique parce qu'on sait que l'Afrique est en nous, et on peut la raconter aux personnes qu'on rencontre. Absolument. L'Afrique, notre maison, notre amour. Nos pieds peuvent la quitter, mais nos cœurs jamais. Oui. C'est ce qu'on dit. Et l'Afrique, finalement, si on considère comme ce petit éléphant ou comme l'enfant qui sommeille en nous, l'Afrique qui est en nous, l'Afrique qu'il nous reste à découvrir. Finalement, c'est votre bébé qui est là. Alors, vous qui l'avez, on va dire, mis au monde, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez tenu votre premier bébé entre les mains? J'ai pleuré parce que c'est un accouchement très difficile. C'est 5 longues années de travail. C'est plusieurs versions d'un même livre qui se retrouvent en un pour un processus d'écriture. C'est sûr que quand tu as une seule version du livre, c'est plus facile. Mais quand c'est l'enfant qui parle, quand c'est l'enfant qui raconte à l'adulte, c'est très difficile parce que l'adulte est têtu. L'adulte veut écrire de façon linéaire. L'adulte veut écrire avec ce qu'il a appris à l'école, tandis que l'enfant veut parler avec le cœur. Et lorsque j'ai tenu le livre pour la première fois, déjà, je ne pensais pas imprimer plus que 2 copies. Je ne pensais pas qu'un jour, je voudrais que des centaines, des milliers de personnes me lisent. Parce que je ne croyais pas assez que ce qui est écrit ici mérite d'être connu. Mais ayant fait le voyage par moi-même, lorsque j'ai tenu l'enfant derrière le miroir, j'ai compris que le mien n'était plus derrière le miroir et que peut-être plein d'adultes ont encore cette créativité, cette authenticité, tout ça, mais qui se cache et qui doivent le dévoiler parce qu'en le dévoilant, vous participez à plus grand que vous. Vous participez à construire quelque chose de grand. C'est ce que je souhaite à travers ce livre, que toutes les personnes qui vont le lire sachent qu'ils sont les personnes les plus importantes de leur vie et qu'ils ont quelque chose à apporter, qu'ils sont utiles à la société. Et il suffit de trouver quelle est leur particularité, quelle est leur valeur ajoutée, d'aller frapper aux portes. Et si on ne leur ouvre pas la porte, d'en créer une. Et s'ils ne savent pas quels sont les outils, de retourner lire ce livre ou d'attendre le prochain. Tout à fait. De belles paroles sages qui mettent un terme à ce présent numéro de votre émission Auteur, le Mag littéraire de DATV. Mariana Diallo-Baldé, ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce plateau d'auteur pour parler un peu de votre livre. On vous souhaite bon vent, comme on dit, et un excellent parcours et que d'autres livres aussi puissent suivre
Est-ce que déjà vous avez une idée du prochain livre? Oui, alors venir au Sénégal m'a définitivement inspirée et je suis en train d'écrire la suite. Et cette fois, ce sont des endroits qui nous racontent leurs histoires. Ce sont des endroits qui nous parlent. Et j'ai hâte d'entamer l'écriture de ce deuxième livre-là. Et j'espère, en toute humilité, que les jeunes savent qu'ils sont l'avenir de ce pays, de ces pays, de ce continent. Et c'est à eux de prendre leur place. C'est à eux de s'outiller. Et comme le dit un proverbe en Afrique, là où on sème, il ne fait jamais nuit. Là où on sème, il ne fait jamais nuit. Et l'autre proverbe qui dit, même à sec, la rivière garde son nom. Donc il y a certains jeunes qui se sentent délaissés. Il y a certains jeunes qui n'ont pas eu les moyens d'aller à l'école. Il y a certains jeunes qui aujourd'hui sont complètement perdus. À ces jeunes-là, ils gardent le nom de rivière. Et la rivière, même à sec, elle garde son nom. J'encourage fortement les jeunes d'aller vers les sages, d'aller vers les vieux, d'aller dans les villages, d'écouter, de se renseigner, de s'éduquer. C'est peut-être pas une école physique, une université, mais l'école de la vie, on y apprend aussi, on y apprend tous les jours. Et c'est ce que le Sénégal m'a appris. Et j'ai envie de te dire à toi et à tous les téléspectateurs de cette belle émission, Djeredjef. Djeredjef, Adjarama Djef. Adjarama. Merci beaucoup. Avant de passer, on va dire, complètement à la fin de cette émission, peut-être on va procéder à la séance dédicace de mon livre. Oui. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait dans votre émission, mais comme c'est l'enfant, oui. J'aimerais te le dédicacer de façon assez originale parce que c'est le langage de l'enfant derrière le miroir. Ce que je voudrais te faire faire sur un plateau, c'est que tu fermes tes yeux. Oui. Il faut que tu les fermes pour de vrai là. D'accord. Et tu vas prendre le livre entre tes mains. Et là, tout de suite, Samba, tu vas imaginer qu'on t'offre des chaussures magiques. D'accord? Et que ces chaussures magiques ont le pouvoir de t'amener à différents endroits, rencontrer des personnes que tu as envie de revoir ou que tu n'as jamais rencontrées, ou faire des choses que tu rêves de faire. Et là, tout de suite, Samba, tu vas continuer à garder les yeux et tu vas prendre un grand coup de respiration et tu vas inspirer. Tu vas penser à cet endroit. Dès que tu es prêt, pour qu'on continue l'émission, tu peux ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux. Et tu ouvres n'importe quelle page du livre. Je reprends le livre. Et là, Samba, j'ai envie de te demander à quel endroit les chaussures t'ont amené? Alors, quelque part loin d'ici, dans une belle plage. Quelque part loin d'ici, dans une belle plage. Avec plein de cocotiers. Voilà ce que l'enfant derrière le miroir te dit. À toi, Samba, cet adulte qui s'est retrouvé sur une belle plage, en train peut-être de regarder les vagues, ou assis, l'enfant te demande de lui pardonner. L'enfant en toi te demande « Pardonne-moi d'avoir subi des intimidations à l'école sans réagir et de t'avoir fait pleurer. Pardonne-moi d'être tombé amoureux et de t'avoir oublié. Pardonne-moi d'avoir cru les histoires de tout le monde et non les tiennes, alors que s'il y avait une seule personne qui voulait mon bonheur, c'est toi. » Et l'enfant te dit finalement que dans ta valise des essentiels, Samba, tu devrais emporter dans tous tes voyages. Il voudrait que tu le mettes dans cette valise. Il voudrait t'y retrouver toi pour ne plus jamais vivre sans toi. Et si là où il y a l'amour, il y a le pardon, il veut te dire, cher Samba, qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Donc on finit avec l'amour et c'est ce que cet enfant te passe comme message
à cette plage où tu es allé. Merci Donc beaucoup. c'est cette dédicace qui est la tienne. C'est magnifique, Il merci. va me faire plaisir de la transcrire parce que je ne suis qu'un adulte et là c'est l'enfant qui te parle. Merci beaucoup. Merci Mariana. Merci à à vous toi. d'avoir suivi également ce numéro de votre émission Auteur. On vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité et bien sûr parler d'un autre livre. À très bientôt.